Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Data Hub. Je suis Noé Bernard, donc je travaille chez Data Scientist. Aujourd'hui, on accueille Joseph Assouline, qui est Head of Machine Learning chez Luco, et qui va nous parler un peu de Luco et aussi de l'utilisation des images satellites qu'ils en font. Bonjour Joseph. Bonjour à tous, très heureux d'être là. Donc voilà, comme tu as pointé, Noé, je suis donc Joseph Assouline, je dirige le ML chez Luco. Alors, mon titre c'est plutôt lead, mais bon, je dirige l'équipe de ML chez Luco. On est 6. Voilà. Donc on va commencer cette petite présentation. En gros, je vais vous présenter comment on travaille chez Luco et deux projets un peu emblématiques de l'équipe. Ok. Durant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je les ferai montrer à Joseph. Pareil, vous pouvez parler dans le chat pour pouvoir interagir avec le webinaire. Je te souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure. Merci, ouais. N'hésitez pas, hein, surtout, j'aime bien quand c'est interactif, donc toutes les questions sont bonnes et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc, juste pour résumer le petit plan de notre petite session, donc on va déjà commencer à parler vous présenter un peu qu'est-ce que fait Luco, comment on est organisé, comment on travaille chez Luco, la team ML. Après, deux projets qui sont emblématiques, qui est un projet qui permet un classifieur qui permet de classifier les états d'une porte, donc ouvert, fermé, verrouillé, à partir d'un capteur qui est sur la porte, et la segmentation d'images aériennes ou satellites. Et ensuite, je prendrai bien sûr toutes vos questions. Donc, Luco, en quelques slides, c'est en fait ce qu'on veut faire, c'est pas simplement une assurance habitation, c'est faire une plateforme de home care. Donc, par exemple, ça va aller plus loin. Si vous avez besoin d'une réparation chez vous, vous vous conseillez un artisan avec un réseau d'artisans qui est certifié, ainsi de suite, et donc faire essayer de gérer toutes les problématiques qui sont autour du home care. Voilà, on est une startup qui est assez jeune, qui a pas mal de funding. Donc on a levé 70 millions d'euros en 2 rounds. On a à peu près 100 personnes et aujourd'hui, je pense qu'on a autour de 130 000 clients. Et ce qui est important, c'est qu'on est toujours resté fidèle à nos principes, qui sont qu'on est vraiment obsédé par le besoin du client et bien servir le client, et aussi essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire avancer les choses, notamment d'un point de vue écologique. Et voilà. Et on essaye en fait aussi, on a une culture de owner notre projet, qui est assez importante aussi pour le ML. Donc on va aller on va vraiment faire toute la pipeline dans la team. Donc l'organisation, en fait, l'organisation, on est un peu, je ne sais pas si vous connaissez Spotify, j'imagine que vous connaissez Spotify. J'ai vu une question. Les problématiques autour du home care qu'on souhaite adresser sont, un, l'assurance habitation, et deux, c'est toutes les problématiques dans la gestion de votre logement, les problématiques par exemple, d'économie d'énergie grâce au capteur, de prévention des dommages, et les problématiques aussi par exemple, si vous avez des travaux, on peut vous conseiller des bons artisans. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Damien? Je pense que c'est bon. Donc, je disais que, en termes d'organisation, on a organisé en tribe. C'est Spotify qui avait mis ce modèle en place. Les tribes, en fait, il faut voir ça comme, on va faire peut-être une petite analogie avec l'armée, comme un bataillon. Vous savez qu'un bataillon dans l'armée, c'est qu'un bataillon, il est autosuffisant, c'est-à-dire qu'il a sa propre logistique, ses propres munitions, et il peut être en autonomie directement sur le terrain, sans besoin d'appui de choses. Et donc, les tribes, c'est ça. Les tribes, c'est des bataillons qu'on a chez Luco, donc qui sont autosuffisants. Et donc, ils peuvent aller du besoin du client jusqu'à la livraison de la feature, que ce soit tech ou pas tech, directement sur la tribe. Et donc, il y a 3 tribes chez Luco. Il y a une tribe qui s'appelle MRR, qui va s'occuper en fait de l'acquisition du client, donc aller faire le meilleur marketing possible, trouver les bons messages à proposer, aussi chercher c'est quoi le besoin du client, qu'est-ce qui attire le client. Donc ça, c'est la tribe MRR. La tribe NPS qui va s'occuper, lui, de la vie du client. Donc, par exemple, dans une assurance, la vie du client, c'est beaucoup la gestion des sinistres, mais aussi tout ce qui est des actions qu'ils peuvent faire pour essayer de retenir le client, prévenir le churn.
Et une tribe qui s'appelle TPM qui s'occupe de tout ce qui est device, parce qu'on a une grande partie device, donc chez Luco, on a donc un device sur la porte, un device sur votre compteur électrique Linky et un device sur votre Arivido qui permet de mesurer le flow, enfin le débit. Voilà. Et donc là-dedans, on arrive en support ML de toutes ces tribes-là et on va donc donner des ressources à ces tribes-là pour qu'elles puissent accomplir leur objectif. Par exemple, la tribe TPM peut nous dire, OK, bon, ben voilà, sur notre capteur de porte, on a vu qu'on était à 98% d'accuracy, est-ce que vous pouvez faire mieux et ce serait quoi l'effort de faire mieux? Donc, on va commencer à travailler là-dessus et une ressource de l'équipe de ML va rejoindre cette tribe-là le temps du projet. Donc, j'insiste entre ML et data, je fais bien la distinction parce que data, c'est un mot un peu fourre-tout. Aujourd'hui, c'est data science, c'est très fourre-tout, c'est très à la mode et on ne sait plus trop ce que ça veut dire. En gros, on est divisé en deux parties chez Luco parce que en fait, c'est deux parties qui sont différentes. Une partie qui est analytics, une partie donc qui est proche du business et qui est là pour aller faire des statistiques descriptives assez simples. Et par contre, pour répondre à des questions qui sont pertinentes et très proches du business. C'est-à-dire, par exemple, on va surveiller la conversion des gens qui arrivent sur le site et on va demander quel est le poignet moyen de la conversion. Surveiller des indicateurs comme ça. Et en fait, c'est du day-to-day. Et donc, c'est beaucoup de dashboards et ils ont leurs propres outils. Donc, leurs propres outils, c'est Looker, qui est un outil d'versioning, DBT, qui permet en fait de pouvoir faire des jobs sur SQL à la manière, en respectant un git flow. Donc, c'est sympa, c'est-à-dire en gros, on met un peu de software engineering dans tous les jobs SQL qu'on peut faire, et donc on peut faire en fait des jobs qui sont dépendants les uns des autres assez facilement. Et il a un infradata qui est géré là-dessus, c'est Snowflake pour tout ce qui est un peu le data lake de Luco, et Fivetran qui est notre TL. La team de machine learning, bien sûr, on travaille beaucoup avec les teams analytics, mais la team de machine learning, en fait, on est plus proche d'une team assez tech, parce qu'on a notre propre infra, donc un cluster Kubernetes. On a développé notre propre librairie, notamment en deep learning sur partage Lightning pour tout ce qui est entraînement et évaluation de modèles de segmentation d'images, et aussi pour tout ce qui est traitement du signal sur les capteurs. Et la stack technique qu'on utilise, c'est donc Python, PyTorch, PyTorch Lightning, et on est sur AWS. Vous avez des questions? C'est clair? Ok, bon. Pour l'instant, c'est assez clair, c'est cool. Donc, l'équipe de machine learning chez Luco, elle s'est pas mal agrandie ces derniers temps. Donc, j'appelle ça des machine learning spécialistes, parce que, en fait, leur job, c'est à l'intersection du software engineering et du machine learning, parce qu'on attend de quelqu'un qui fait du ML chez Luco, on attend qu'il puisse pouvoir traiter une issue, pouvoir développer un modèle et pouvoir la mettre en production sur le cluster Kubernetes. Donc, il faut des bonnes skills de software engineering, parce qu'il pourra faire un code robuste, connaître Docker, savoir un peu comment, de manière infra, tout ça fonctionne, connaître un peu Kubernetes, ainsi de suite. Et on a aussi recruté un DevOps ML, je pense qu'il est là, Mathieu, qui nous rejoint bientôt. Et donc, il va nous aider à monter en compétence sur toute l'infra, parce que maintenant, on a pas mal de modèles en prod, avec des modèles de deep learning, des différentes technologies. Donc, voilà, on est très content qu'il arrive. Et notre mission, c'est donc, comme je dis, c'est proposer et mettre des solutions en prod pour essayer de répondre à des business issues. Donc, des problématiques business qui peuvent être, par exemple, qu'est-ce que ça peut être voilà, on voudrait, chez Luco, par exemple, on voudrait améliorer le taux de conversion des prospects. Voilà, peut-être ça, c'est une business issue. Et comment on peut faire avec Gmail? Peut-être, ce serait essayer de classifier les prospects. Les prospects, pour peut-être les gens qui ne savent pas, c'est les gens qui vont les gens qui viennent sur le site, qui font une cotation et qui ne convertissent pas. Et donc, voilà, peut-être classifier les prospects en certaines catégories, puis pouvoir proposer
à chaque fois, à chaque prospect, des produits mais qui sont sensibles à la catégorie à laquelle il appartient. Un peu personnaliser l'expérience. Ça peut être design business. Et je vous présente aussi un peu toutes en gros, un portfolio des modèles qui sont en prod de chez Vico. Donc, voilà, donc on a la classification des prospects, on a de la prédiction du churn, on a donc, la classification des statuts de porte, on a de la segmentation d'images d'intérieur pour segmenter les dégâts des eaux, on a de la segmentation d'images aériennes de satellites pour pouvoir identifier plusieurs choses autour de la maison. Et on a aussi un algorithme qui permet d'estimer à quelle catégorie d'âge appartient à une maison parce que c'est sensible pour le prix sur l'assurance. Et donc, on a plusieurs techniques là-dessus. XGBoost, voilà, XGBoost 412 qui sont dans le côté plutôt pour les données structurées. LSTM, DeepLab V3+, c'est pour la segmentation. Après, des backbones, on peut utiliser ResNet, MobileNet, plusieurs autres aides que DeepLab V3+, on peut faire des FCN, enfin, on a beaucoup de choses. On fait aussi du FPN, enfin, voilà. Feature Pyramidal Network et voilà. SFPN, c'est aussi une technologie pour faire de la segmentation. Je pense que c'est bon. Donc, comment ça se passe un projet ML chez Vico? Je trouve que c'est intéressant de le dire parce que le fait de bien définir un projet, c'est 50% de réussite. Si c'est mal défini, c'est par contre, c'est même pas binaire en fait. Quand c'est bien défini, c'est 50% de réussite. Quand c'est mal défini, la réussite tombe à 10%. Donc, c'est très important de déjà bien définir quel est le besoin de l'équipe qui demande un appui du ML. C'est souvent, avec la hype, les gens pensent qu'on fait un peu de la magie. Après, c'est vrai que chez nous, on y participe parce que on a notre symbole, c'est Harry Potter. Donc, peut-être que voilà, on y participe un peu à cette image-là. Mais c'est pas de la magie. Et donc, pour avoir un résultat impactant dans un temps raisonnable, il faut vraiment essayer de pouvoir bien définir sur quel périmètre on va agir et surtout quelle est la business métrique qu'on veut obtenir. Parfois, c'est pas la peine d'aller viser la lune. Ce qui est important, c'est de pouvoir itérer. Voilà, c'est de l'apprentissage. Hein, donc, comme à l'école, on itère plein de choses sur un ensemble de musique, on va répéter notre gamme pour pouvoir la maîtriser, ainsi de suite. Je pense que Sam, je répondrai à ta question à la fin du slide. Donc, une fois que, si vous voulez, je peux vous donner des exemples. Par exemple, voilà, imaginons, aujourd'hui, on sait segmenter donc, des images satellites, on sait reconnaître plusieurs choses sur une image satellite autour de la maison, et quelqu'un a une idée chez Vico et dit je pense que les gens qui maintiennent bien leur jardin sont des bons clients. Est-ce que Joseph, avec l'image satellite, tu peux me dire si quelqu'un il entretient bien son jardin ou pas? Je regarde, je dis oui, je pense que c'est possible. Voilà, je pense qu'on peut regarder si ces arbres sont élagués et la forme de ces arbres, et regarder la végétation, quelle forme elle a, ainsi de suite. Donc c'est possible, imaginons. Alors là, qu'est-ce que ça va être la métrique business? La métrique business, ça va être deux choses. Ça va être à quel point on va être précis si on sait bien identifier que quelqu'un maintient bien son jardin et à quel point l'hypothèse que quelqu'un qui maintient bien son jardin est un bon client est aussi doit être vérifiée. Donc il y a une double hypothèse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver de la donnée, que ce soit open source ou dans le data de Vico. On va entraîner un premier modèle. On va construire une pipeline de données entre le pré-processing, le modèle en prod, ainsi de suite, et commencer à avoir des premiers résultats. Ça, on essaie d'aller assez vite parce que quand la pipeline est robuste, on peut itérer assez rapidement et pouvoir après mettre des modèles de plus en plus compliqués. Donc, on va commencer à des choses assez simples. On ne va pas commencer des trucs totalement moonshot. Et pour pouvoir avoir cette pipeline très robuste déjà en prod. On va le déployer donc sur le cluster Kubernetes. On va monitorer. Et souvent, ce qu'on va faire, pratiquement tout le monde, c'est qu'on va adopter, je ne sais pas si si vous savez ce que c'est l'active learning, on va adopter une policy d'active learning parce que souvent, ce qu'on fait il y a un feedback. On essaie toujours de mettre des feedback loops dans nos modèles. Donc, feedback loop, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec la prédiction qu'on fait, c'est d'avoir un retour de l'utilisateur qui permet de qualifier cette prédiction. Si on est bien, on n'est pas bien.
Par exemple, pour cet exemple-là de la végétation, on peut dire, on peut mettre une petite info sur quand quelqu'un fait le morning, dit on a vu que vous n'avez pas élagué vos arbres. Oui, non. On peut voir le taux de réponse à cette question-là et dire oui, est-ce qu'on a bien fait notre travail ou pas fait notre travail. Et avec les labels qui sont donnés comme ça, on peut réentraîner un modèle, choisir les bonnes images, ainsi de suite, et avoir une technique ce qu'on appelle de l'active learning. Et réitérer, puis le point, réitérer, avoir de la nouvelle donnée, ainsi de suite. Donc, faire une feedback loop qui soit enrichissante. Donc oui, Sam, notre cluster Kubernetes sert à déployer nos modèles. Donc en gros, les modèles sont dockerisés et ils sont mis sous Kubernetes. Et donc en fait, un modèle, c'est toute une pipeline. Donc il y a plusieurs dockers qui vont générer un endpoint. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait un cluster Kubernetes, parce qu'on a plusieurs dockers qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et on a besoin d'un orchestrateur de docker. Donc voilà, pourquoi on utilise Kubernetes. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Ce qui est important, je voudrais aussi insister, peut-être je n'ai pas encore assez fait, c'est qu'on est des ingénieurs au départ. C'est vrai qu'on adore la recherche, mais ce qu'on fait, notre job, c'est de mettre en prod. C'est pas de faire des beaux notebooks, c'est pas de faire des présentations waouh, c'est de faire quelque chose qui tourne en prod, qui est robuste et qui sert le client. Donc voilà, on a toujours cette idée-là qu'en fait on est des builders, on n'est pas. Voilà. C'est important. Je pense que c'est important. Je pense que là en ML il n'y a pas cette culture-là. Et donc c'est pour ça que chez Lupo on a adapté le même guide flow. Donc le guide flow c'est à peu près la manière dans laquelle on va pouvoir versionner nos projets et les pousser en production que dans toutes les équipes de software engineering chez Lupo. Et je pense que dans la majorité des équipes de software engineering assez sérieuses. Donc en gros, on a une branche dev qui suit le master et on va, depuis cette branche dev, faire des dérivés et mettre des features, faire une CI qui est vraiment robuste, avec des tests dans la CI qui permettent de dire si le modèle qui est en prod et le modèle qui va être mis en prod va être meilleur que le modèle qui est actuellement en prod, des choses comme ça. Et bien sûr, toujours vérifier aussi avec la pipeline de données. Ça, c'est extrêmement important, avec des tests unitaires. Maintenant, on va parler du premier projet. Donc, c'est le classifieur le classifieur des statuts d'une porte. Il faut savoir que chez Lupo, on a un petit senseur qui s'appelle le Locodor que vous posez sur votre porte et ça va permettre en fait de nous envoyer des signaux de vibration sur votre porte. Et à partir de ces signaux-là, on va essayer de détecter, c'est le problématique, de détecter si la porte elle est ouverte, fermée et si elle est verrouillée. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'aimant. D'habitude, pour les contacts, d'habitude, les gens font des contacts de porte dans l'industrie. Donc, en gros, il y a un aimant. Et en fonction de la puissance du champ magnétique, on dit si la porte elle est ouverte ou fermée. C'est assez simple, c'est déterministe. Il n'y a pas du tout de machine learning là-dessus. Et par exemple, si vous avez une Freebox avec une Freebox alarme, voilà, vous avez un contact de porte et vous mettez une seule. Après, c'est pas très joli parce qu'il faut bien lier les deux contacts l'un avec l'autre. C'est un peu plus difficile à installer. Nous, c'est juste un capteur qu'on met sous la serrure. Voilà, il n'y a pas d'aimant. Et donc, avec ce capteur-là, la problématique, c'était de savoir si on pouvait détecter avec une grande précision si elle est ouverte, fermée ou bien verrouillée. Et les contraintes de ce modèle-là, c'est que, bien sûr, on veut que ce soit donc toujours live et on veut que l'inférence soit assez rapide. Bastien, c'est une question assez technique, peut-être. Je te répondrai à la fin du slide, si ça peut va. Donc, ce qu'on veut pour les contraintes, c'est qu'avoir un modèle. Donc, les contraintes sont qu'on va avoir un modèle qui soit toujours live, voilà, tous les jours, parce que les gens ouvrent leur porte tous les jours. On veut quelque chose aussi qui maintienne la confiance de l'utilisateur. On ne veut pas se tromper trop, voilà, pas beaucoup de fois, parce que sinon les gens ne vont plus croire ce qu'on raconte et ça ne sert à rien. Donc, on veut un très haut F1 score pour avoir cette confiance. On veut aussi pouvoir itérer sur ce modèle-là assez facilement et apprendre de l'utilisation qu'en font nos clients pour pouvoir améliorer le produit. Et on veut bien sûr que ça sert, comme c'est de l'IoT, on veut vraiment une pipeline de données très très robuste, c'est-à-dire du moment que les données sont envoyées par le capteur, comment elles sont traitées, ainsi de suite, comment on détecte les anomalies, par exemple, comment on va détecter que quelqu'un passe l'aspirateur chez lui et donc tape la porte, qu'il l'a fermée. Donc, c'est plusieurs choses.
des choses comme ça. Ou bien quand vous allez, il faut le recharger à peu près une fois par an, ou bien quand vous allez le recharger, on ne veut pas vous donner des notifications totalement absurdes en disant ouvert la porte alors qu'il est juste en train d'être chargé et que vous l'avez déplacé. Donc, on a besoin de cette data pipeline robuste et d'une bonne gestion des anomalies. Ensuite, on a très peu de problèmes, c'est qu'au début, on n'avait pas beaucoup de labels. Et les gens qui labellisent, des gens d'interne médicaux, c'était bruité. Quand je dis c'était bruité, c'est que les gens, ils font des erreurs, ils vont labelliser peut-être les 5 derniers jours d'ouverture-fermeture de porte, une fois, et 5 jours après, ils ne vont pas le faire tout de suite. Très peu de gens vont avoir cette rigueur-là de le faire tout de suite. Donc, il va aussi savoir comprendre le problème pour pouvoir identifier un peu ce bruit et le réduire. Ensuite, donc à la fin de ce slide, je prends les 2 questions. Donc, Bastien, pour le code, il y a des tests unitaires, par exemple, assez simples pour savoir sur la pipeline de données, c'est-à-dire que sur un résultat attendu, sur un dataset de validation, sur un résultat attendu, par exemple, on va tester qu'on a bien le processing qui est bien fait. Et il y a des tests aussi de feature intégration, c'est-à-dire, par exemple, sur quand on va intégrer une feature, on va bien regarder que l'évaluation du modèle et en gros, la distribution des outputs du modèle correspond à ce qu'on veut. J'ai répondu à ta question, tu vois. Et Sam, à quoi ça sert que la porte ouverte ou fermée ou verrouillée, parce qu'on détecte les 3. Ça sert en fait, c'est pour prévenir les sinistres. Voilà, prévenir les cambriolages. Et il faut savoir que quand la porte est verrouillée, ça réduit les cambriolages. En fait. La chose, c'est que en fait, vous gagnez pas mal de temps parce que forcer une porte, ça met un peu de temps. Et quand elle est verrouillée, ça met encore plus de temps. Donc, ça permet aux voisins de prévenir la police, ainsi de suite. Donc, ça a des fins de prévenir les vols et les cambriolages. Donc, en fait, voilà. Et la donnée, ça ressemble à ça en entrée. Donc, c'est les 2 graphes du haut. Et donc, ça, c'est l'accéléromètre sur l'axe des X, c'est le gyroscope sur l'axe des Y. Alors, un accéléromètre... non, Fabien, alors ça, c'est important, il faut que je le signale. Ça n'a pas de lien avec le contrat d'assurance. On ne va pas utiliser cette chose-là pour dire « Ah, t'as mal fermé vous avez mal fermé votre porte, vous n'avez pas verrouillé votre porte, vous n'êtes pas assuré. » On fait ça pour vous prévenir, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on l'envoie dans les 10 secondes. C'est-à-dire, voilà, ta porte est ouverte, ferme-la, ta porte n'a pas été verrouillée, tu peux la verrouiller. C'est des fins vraiment de prévenir c'est prévenir le chatter, c'est pas le punir. Donc, pour les 2 graphes du haut, ça c'est la data brute. Donc l'accéléromètre, je ne sais pas si je peux vous définir, un accéléromètre, en fait, c'est un capteur qui va pouvoir mesurer l'accélération. Et le gyroscope, c'est un système qui va pouvoir mesurer aussi une accélération angulaire. Et donc on voit les lignes droites, il y a toujours du bruit dans un capteur. Dans l'électronique, il y a un bruit inhérent. Et donc, c'est un bruit que fait les capteurs, et ça, c'est pas bon pour un modèle, parce qu'il n'y a pas de signal, il n'y a rien, il n'y a pas d'information dedans. Donc, la première chose à faire, c'est débruiter le signal. Donc, vous voyez qu'en fait, le signal qui est débruité entre les graphes du haut et du bas. Il faut regarder aussi l'échelle des abscisses, qui n'est pas la même. Donc, vous voyez qu'on a coupé à 4000, parce qu'entre 4 et 6000, en gros, il n'y a plus de signal. Et on a coupé aussi au milieu, parce que là, ici, c'est un événement de verrouillage. Donc, il y a eu une ouverture, une fermeture et un verrouillage. Donc, c'est pour ça. On voit très bien sur le gyroscope, on voit l'ouverture, la fermeture, et après les petits moments qui sont on voit l'accélération dans l'accéléromètre et sur le gyroscope, des petits mouvements qui symbolisent le verrouillage. Après, on met une couche comme on n'a pas beaucoup de données, on est obligé de mettre un peu de prieur humain, si je veux faire. Donc, on fait du feature engineering. Donc là, je vous ai donné à peu près des features qui sont très, très basiques et je les ai plotées pour vous montrer qu'elles font sens. Donc, il y a la standard déviation des dérivés, il y a la moyenne. Voilà, il y en a pas mal. Je ne vais pas toutes les mettre, mais une trentaine. Et donc, ça permet en fait, parce qu'ici, comme on n'a pas beaucoup de données, donc les algos qu'on peut utiliser ne sont pas pléthores.
Et donc, on est obligé de faire un peu de feature engineering parce qu'on va faire comme ça une réduction de données à la main. Parce que tout ce qui était genre ACP et des choses comme ça, bah, ça marchait pas très bien. Donc là, on met du prior humain pour essayer de faire cette réduction de dimension-là de manière la plus smart possible. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on est dans un monde physique de capteurs. Et dans le monde physique, quand un capteur est sur une porte et qui mesure une accélération angulaire, bah, les deux accélérations sont liées de manière physique. Donc là, je vous le dis, bah, en gros, là, c'est parce que je vous ai remis l'équation fondamentale du gyroscope et j'ai montré que quand la vitesse angulaire est grande, et ben, ça s'apparente à une accélération. Donc, imaginons les accélérations, c'est souvent des choses qu'on fait pour mesurer des chocs. Donc, si je vois un choc sur l'accélération des X, je devrais avoir aussi un choc sur le gyroscope du graphique. Donc, c'est ça. Donc, c'est important que quand on fait un modèle, on comprenne que c'est dans un environnement et qu'il faut être sûr que le modèle physique, lui, il est bien respecté. Et ça va aussi nous aider à nous donner des labels. Donc, ça, c'est assez génial. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une technique qui s'appelle du self-training là-dessus. C'est-à-dire qu'on va prendre une tâche simple. On va faire OK. Il n'y a pas beaucoup de données, c'est compliqué. On va faire peut-être open-close au départ. Imaginons. Mais j'ai pas beaucoup de données labellisées, mais j'ai beaucoup de données. Mais elles ne sont pas labellisées. Voilà, j'entraîne un modèle sur open-close. Je vais ensuite labelliser les datasets que je ne connais pas en open close et vérifier que mes labels sont conformes parce que je vais voir que voilà, la cohérence physique est respectée ou pas. Ensuite, une fois que j'ai pu faire ce filtrage, je vais retraîner sur le tout. Je vais pousser en prod, je vais avoir de nouveaux labels et je vais avoir comme ça une node active learning. Et surtout, je vais avoir un embedding comme ça et je vais pouvoir après rapidement itérer avec des nouvelles features. Par exemple, le log, tout demain, ça peut dire je veux détecter quelqu'un qui tape à la porte. On sait le faire aussi. Donc là, c'est plutôt, je vous donne un peu l'architecture du modèle. Donc, je suis assez, voilà, je reste assez simple. Si vous avez des questions, je suis ravi de les entendre et d'y répondre. Je ne veux pas noyer tout le monde là-dedans. Donc, en fait, on a fait le pari de prendre des XGBoost pour faire la réduction de dimension et de faire plusieurs modèles différents. Un modèle qui va détecter si la porte est en mouvement, un autre qui va détecter le claquement de porte. C'est important parce que le claquement, ça permet de dire si elle est vraiment fermée ou pas fermée. Contrairement à, par exemple, à un contact de porte, si vous claquez votre porte et qu'elle se réouvre un tout petit peu, par exemple, avec le contact de porte de Free, ça veut dire que votre porte est fermée. Parce que vous êtes toujours un peu en contact avec le contact. Les deux aimants sont toujours un peu en contact, mais la porte n'est pas vraiment fermée. Nous, on détecte le claquement. Donc, on peut dire qu'elle est vraiment fermée. Et un détecteur de savoir s'il y a eu un verrouillage. Après, avec tout ça, on a toute une pipeline qui permet de gérer les anomalies. Par exemple, quelqu'un qui passe aspirateur chez lui. Bien, moi, je sais que quand ma fille... elle rigolait parce que quand elle criait, elle a déclenché le capteur. Ben voilà, les cris de ma fille, j'ai aussi filtré ça. Donc, ça peut être plein de choses. Et ensuite, pour mettre le label, là, quand on a réduit la dimension du problème, on peut mettre un modèle qui a un pouvoir capacitif beaucoup plus fort parce qu'il va inférer sur une dimension qui est beaucoup plus petite. Donc là, on a mis un LSTM, ça pourrait être autre chose. Mais voilà. Et ensuite, ça nous donne. On a mis un LSTM parce que bien sûr, il y a une dépendance temporelle. Donc voilà, on peut aussi. C'est des time series. Donc aussi, on a forcé cette dépendance temporelle entre les deux. Alors, j'ai deux questions. Alors, la fréquence, ça, je sais pas si je pense que c'est un peu. C'est. Comme on dit, je ne suis pas sûr de comprendre. La fréquence, c'est. À chaque événement, chaque ouverture-fermeture de porte, les données sont encodées. C'est ça, donc il n'y a pas vraiment de fréquence. La fréquence, ça dépend de l'utilisation. Après, la fréquence interne du capteur, ça, c'est des données internales, du coup, je peux pas vous répondre. Alors, combien aujourd'hui connaît de personnes je pense qu'on est aujourd'hui à peu près à 8 ou 900 personnes. Aujourd'hui, il faudrait que je revoie les derniers chiffres, mais entre 8 ou 900, je pense. Voilà, et au départ, la labellisation a été faite sur une quinzaine de personnes. Donc, on a itéré, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a à peu près, avec les anciens, on a à peu près un F1 score, je crois, à 80, ouais, je crois que je l'ai pas updaté, mais c'est 98.
Et on est aussi assez bon dans la généralisation parce qu'on se trompe très peu aussi sur les portes qui ont été déjà vues par l'algorithme. Donc ça, c'est assez bien. Maintenant, on va parler des trucs un peu plus waouh, mais qui sont, on va dire, plus faciles parce que dans ce qu'on a fait sur l'habilitation d'une porte, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le traitement du signal en machine learning venant de capteurs de porte. Il n'y a pas de littérature. Et donc oui, Fabien, pour répondre à ta question, non, pour l'instant, on ne l'a pas fait sur les portes coulissantes, mais ça pourrait fonctionner sur les portes coulissantes. Il suffit juste qu'on ait les bonnes données. Et oui, ça pourrait fonctionner sur les portes coulissantes. C'est une feature qu'on peut mettre en place. Et donc là, on va parler de segmentation d'images aériennes ou d'images satellites. Donc, savoir la segmentation, en fait, qu'est-ce que c'est la segmentation? C'est qu'on veut identifier chaque pixel d'une image et l'attribuer à une classe. Et faire ça, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça maintient l'information de la forme des objets. Et la forme des objets, ça tient une bonne information. Par exemple, on va savoir qu'à certaines formes de bâtiments, eh ben, c'est sûr qu'ils ont été faits, par exemple, la forme du bâtiment du Philharmonie de Paris, et une forme spéciale, on va dire c'est un bâtiment récent, parce qu'on n'avait pas la technologie il y a 100 ans pour faire un bâtiment de cette forme-là. Donc la forme des bâtiments, avec la segmentation, on la maintient, ça permet il y a beaucoup d'informations, par exemple aussi, c'est comme pour identifier une cheminée, c'est beaucoup plus simple savoir que c'est à peu près carré, pour le populaire. Donc voilà, cette forme-là, c'est vraiment important. Et c'est une bonne information. Et puis un algorithme va se servir de ça. Après, ça demande un plus gros travail de l'habilitation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on détecte, c'est on veut détecter les toits, l'état des toits, les panneaux solaires, les piscines, les arbres, les vérandas, les cheminées, plein de choses autour de la maison, qui permettent de prévenir les sinistres et de donner aussi le prix le plus juste à toutes les personnes. Quelqu'un qui maintient bien son jardin, qui a élagué ses arbres, qui les a bien écartés de son toit, ainsi de suite, il a limité les risques, il devrait aussi en avoir le bénéfice de ce travail-là dans sa prime d'assurance. Là aussi, on a besoin de real time, du temps réel, parce qu'en fait, c'est quand vous faites un prix, une cotation chez Beco, on va analyser tout ça et on va vous donner le prix le plus juste. On veut quelque chose qui soit, on dit une la min-AU, c'est la métrique. Alors, Xavier, la source des images satellites, ça peut être soit Google Maps, donc soit l'IGN. L'IGN, c'est des images aériennes, mais on prend à peu près les mêmes scales entre 0,39 et 0,5 mètres par pixel. Et donc, on veut un haut score de min-AU. Alors, le min-AU, c'est la métrique qu'on utilise beaucoup en segmentation. Qu'est-ce que c'est, min-AU? C'est très simple. C'est-à-dire si je prends les prédictions qui sont la vérité, les pixels qui sont la vérité et les pixels qui sont la prédiction, je les superpose. Quel est le score? Quelle est en fait l'intersection sur l'union? Donc, à distance de Jacquard. Par exemple, je peux le faire avec mes mains. Par exemple, voilà, ici, imaginons que ça, c'est les prédictions que je fais. Ça, c'est la vérité. Si je fais ça, voilà, j'ai à peu près 80% de min-AU. 80%, c'est bien parce qu'on voit qu'on maintient la forme. Voilà, on voit que, par exemple, au-dessus de 60%, on maintient les formes. C'est très difficile de faire de faire 60% sans maintenir la forme à peu près globale de l'objet. Donc, c'est une bonne métrique pour ça. Là aussi, on a besoin d'une loupe d'active learning parce que, bien sûr, comme c'est un feedback de l'utilisateur, on va apprendre en même temps. Voilà. Et comme on traite des images, il faut que ce soit robuste. Voilà. On n'a pas une armée d'Indiens en Inde qui labellise pour nous. Donc, voilà, on a juste un peu de jus de cerveau et Google. Et c'est très bien. Donc, on a pris pratiquement que des données open source. Et il y a des problèmes parce que toutes les catégories qu'on veut ne sont pas labellisées dans le dataset. Ça, on va après en parler ensemble. Et il y a des problèmes de scale, en fait. Les algorithmes de deep learning, ils ne sont pas bons à reconnaître un concept. Ils ont reconnu un concept à une échelle donnée. Et si on change l'échelle, parce que les effets d'échelle sont très forts sur les images aériennes ou satellites, il y a des problèmes. Donc, il faut aller aussi gérer ça. Il n'y a pas de
de modèles pré-train sur ce qu'on voulait faire. Donc, c'est pas du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on va quand même entraîner un modèle depuis le début. Enfin, je vais le préciser vraiment depuis le début, mais on va le préciser plus tard. Donc, en fait, ça, c'est voilà, la data, c'est ça. En gros, là, à gauche, c'est une image de l'IGN. Ouais, ça, c'est Neuilly-sur-Seine, côté de chez moi. Je reconnais mon même. Et donc, là, c'est du 0,3 mètre, c'est du 0,1 mètre par pixel, ça c'est assez grand. Et à droite, c'est même un peu plus, c'est du 0,1 mètre par pixel. Enfin, 0,05, pardon. Et c'est une image avec le masque, donc ça, c'est un dataset open source. Et donc, avec ce masque-là, on voit qu'on a les arbres qui sont labellisés, les voitures, les immeubles, les routes, les trottoirs et la végétation. Et ben, en gros, chaque pixel a une couleur qui appartient à sa catégorie. Donc voilà, c'est visuel. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, bah, on va, en gros, on va faire deux choses. On va combiner plusieurs approches et toujours avec cette méthode d'apprentissage auto-supervisé, self-supervised. Donc là, on s'est inspiré beaucoup des derniers papiers de l'équipe chez Google Brain qui fait du très bon travail sur la computer vision. Donc, c'est rethinking pre-training and self-training and run augment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre la tâche la plus simple. Là, il y a plus de données. C'est en gros les toits. Il y a pas mal d'images. C'est assez possible de le faire. On va entraîner donc un algorithme sur les toits, sur les buildings. Une fois qu'on est assez bon sur cet algorithme-là, on va lui dire maintenant, bah oui, on a entraîné sur le building, mais peut-être nos images à nous, sur lesquelles on va travailler, c'est pas les mêmes. Donc, on va faire de la self-supervision sur les images de notre domaine qui appartient, qu'on va labelliser. Peut-être la colorimétrie de Google Maps par rapport aux images satellites qu'on a, peut-être c'était pas la peine. Ainsi de suite, l'hygiène, c'est peut-être les exemples sont un peu différents. Ainsi de suite. On fait que de langue à 90%, on fait pas d'off nadir. Off nadir, c'est les nouvelles images satellites, si vous savez, en fait, où le satellite, il ne prend pas qu'une image de manière où quand il est à 90% de l'endroit où il prend l'image, il peut la prendre aussi avec un angle, ça permet d'avoir les attitudes. Et ça, nous, on se limite à que des images orthorectifiées qui sont voilà, donc à angle droit de l'objectif. En ligne droite, quoi. Et donc, voilà, on va adapter en fait ce dataset des buildings qui n'est pas à notre domaine. On va adapter à notre domaine avec différentes scales, différents travails sur les scales, ainsi de suite. On va retraîner sur le tout en mettant des poids différents selon si le label est humain ou c'est un pseudo-label. Un pseudo-label ou un soft label, c'est un label qui a été donné par un modèle. Ensuite, on va refaire encore une dernière couche de soft labeling sur le tout. Et avec ça, on va avoir une bonne base pour pouvoir faire pas mal de choses. Avec ça, on a donc un modèle pré-trained qui est pas mal. Et on va pouvoir dire, OK, bah maintenant, je vais aller chercher des choses sur les toits. Donc, je vais aller chercher ces choses sur les toits, ça va se faire en deux étapes. Première étape, l'étape de la segmentation, je découpe le toit. Deuxième étape, je vais vérifier, je vais faire un modèle de classification pour voir si, par exemple, j'ai une cheminée, un véranda, un panneau solaire. Et ça, on va utiliser des données internes à Bulco pour pouvoir faire le labeling de ça. Ou sinon, on va faire aussi des modèles de segmentation. Par exemple, on va dire, bah voilà, maintenant, je veux les piscines, les arbres, la végétation, ainsi de suite. Là aussi, on a une bonne base parce que on sait qu'on est bon dans les buildings. On sait qu'on va pouvoir inférer rapidement les relations qui peuvent exister entre le fait qu'il y a une piscine et un building à côté. C'est ça, en fait, qu'un algorithme va faire. Il va inférer, en fait, les relations qu'il y a entre différentes classes. Et c'est ça qu'on veut, et c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Hop. Je rappelle à peu près juste ce qu'est une convolution. Donc, une convolution, c'est un produit de Hadamard. Voilà, produit d'Hadamard, c'est un mot très très sioux, très scientifique pour dire que c'est juste la somme des multipliés entre un filtre et le tableau à côté. Donc, en gros, voilà, et pourquoi on fait ça en image? C'est parce qu'en fait, c'est invariant par la translation et par rotation, comme image. Et c'est pour ça les CNN avec le Maxpool, ça conserve cette géométrie-là, cette symétrie-là, extrêmement importante. Et c'est pour ça que ça marche. Parce que si ça ne marcherait pas, on retournerait l'image, on n'aurait pas les mêmes résultats. Et là, on peut translater l'image, on peut se translater sur l'image, on peut faire une rotation sur l'image, on n'aurait rien résultat. Donc,
on garde le concept visuel. Et en fait, je vais parler un peu, je vais mettre le curseur un peu plus sur la data augmentation, parce que c'est quelque chose que on ignore qui a été un peu ignoré par la recherche au départ. Le ML, c'est joli, on veut faire des super modèles de fou avec des milliards de paramètres, on veut du transformer de partout et tout ça, c'est génial. Et en fait, la recherche, elle s'est beaucoup concentrée sur l'architecture des modèles. Beaucoup plus que sur un travail un peu plus rébarbatif, savoir à partir d'un dataset, quelle transformation je fais à ces images-là pour pouvoir qu'avec ce dataset-là, j'en extrais le maximum d'informations et j'ai un modèle le plus robuste. Et donc la recherche, c'est d'abord développé sur l'architecture des réseaux de neurones. Donc on est passé des LCL à DeepLab V3+, à Transformers maintenant qui arrive, ainsi de suite, et c'est très bien, à de l'optimisation. Donc c'est-à-dire qu'en gros, des stratégies, on va passer du SGD, du learning rate, à des stratégies de SGD, à des stratégies cycliques. Ça veut dire en gros que je vais avoir mon learning rate qui va suivre une courbe sinusoïdale. Ou bien je vais avoir des stratégies de learning qui va se réduire quand il voit un plateau sur une certaine métrique, ainsi de suite. Et puis tout ce qui est techniques de training qui ont été apportées par le NLP, donc c'est tout ce qui est self-supervised training, self-training. En fait, la question est maintenant, pourquoi on n'a pas fait ce travail-là sur la data augmentation? Parce que la data augmentation, ça peut être simplement des fonctions affines sur une image, et donc des fonctions affines, elles sont différenciables. Et donc, on pourrait aussi apprendre quelles sont les fonctions affines différentielles qui permettent d'avoir un modèle le meilleur possible. Puisqu'on pourrait remonter le gradient comme ça jusqu'au bout. Donc, voilà, on va en gros garder. Voilà. Donc, on va utiliser RandAugment. RandAugment, c'est aussi un peu qui est fait, je crois, en 2019, ou 2019, qui est venu après une série de papiers où, en fait, Google et Facebook ont toujours un peu des approches au début, comme ils ont beaucoup de computing power, ils ont beaucoup d'approches mastodontes. Donc, ils avaient trouvé l'approche mastodonte, ils ont dit, OK, je transforme mes transformations en fonctions affines, très bien, très smart. Je leur affecte certaines variables, et pour apprendre ces variables, je vais faire du reinforcement learning. Donc reinforcement learning, c'est-à-dire qu'en gros, on va explorer tout un univers et on va essayer de trouver les paramètres qui maximisent un objectif, une reward dans cet univers. Et ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si on fait ça, par exemple, sur des images satellites, c'est à chaque fois, on va prendre une certaine pool de transformation, on va entraîner un modèle, je sais pas, jusqu'à 100 ou 150 époques pour avoir une stabilisation dans la validation de modèle. On va voir l'évaluation, on va voir par exemple la IUU sur une certaine classe. Et on va dire, voilà, ça c'est la reward, c'est temps. Et on va refaire ça, un grand nombre de fois. Donc ça, c'est totalement intractable pour des gens qui sont pas dans des GAFAM. Parce que ça, c'est plusieurs milliers d'heures sur des centaines de GPU. Mais ça marche. Ils ont montré que ça marchait. En fait, il y a un truc un peu plus après, ils ont mis un peu de jus de cerveau à la place du computing power. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, si on faisait une distribution, en gros, de manière aléatoire, si on prenait des transformations de manière aléatoire et qu'on faisait juste une grid search en fait sur la magnitude et le scale, qui sont deux paramètres, ça allait beaucoup plus vite, on peut arriver au même résultat. Donc c'est ce qu'on a utilisé. Et voilà, c'est ce que ça donne en fait. Donc ça déforme pas mal les images. Et si vous voulez que je vous parle des transformations un peu plus en détail, mais là il est déjà 13h46, donc j'étais quand même pas trop dépassé le timing. Voilà, donc il y a plusieurs transformations, des transformations qui dilatent et en même temps dilatent selon un triangle, une sorte de kernel en fait, l'image, et qui vont faire des random crop, c'est-à-dire en gros, souvent les transformations les plus standards là-dessus, ce sont ce qu'on appelle flip crop, c'est-à-dire une rotation à 180 degrés de manière aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire de manière aléatoire? C'est-à-dire je tire un nombre entre 0 et 1, et si c'est au-dessus de 0,5, je fais la rotation. Si c'est en dessous de 0,5, je ne fais pas la rotation. Et crop, c'est-à-dire que je vais prendre aussi de manière aléatoire une partie d'image que je vais cropper,
Donc, c'est-à-dire que je vais la découper et que je vais ensuite resize. Qu'est-ce que ça veut dire resize? C'est-à-dire que je vais la remettre au format de l'image initiale. Voilà. Et donc, les transformations affines que je fais, ça aussi, ça peut être comme cas de transformation affine. Et les transformations affines qui sont faites en plus sont des shears, ainsi de suite, qui vont en plus du flip crop. Voilà. Juste un petit chose sur l'apprentissage auto-supervisé. Il faut savoir que les labels qui viennent d'un modèle et les labels qui viennent d'un instrument n'ont quand même pas le même poids. Il faut donc normaliser ça. Et il y a un travail, voilà, c'est assez bien. Après, il y a un travail un peu à faire pour trouver la bonne normalisation. Et donc, c'est bien qu'il faut normaliser donc la loss, parce qu'il faut que le poids d'une erreur sur un label qui venait d'un modèle n'est pas le même poids que l'erreur sur un pixel d'un label qui vient d'un être humain. Donc, c'est pour ça. C'est parce que ça crée de l'instabilité aussi. Ça crée quand on traîne, ça fait en dents de scie, quoi. Ça crée en dents de scie, puis ça diverge, ça crée de l'instabilité et ça crée des grands gradients. Donc, ça permet aussi d'éviter de clipper le gradient. Clipper le gradient, c'est-à-dire quand on fait un modèle, on va dire que tous les gradients qui sont au-dessus de 10 valent 10. Ça permet d'avoir une stabilité dans l'entraînement d'un modèle. Donc voilà, c'est ça, c'est important. Et parce que il faut donc rentraîner avec un mix à chaque fois d'images qui viennent d'images qui viennent de la safe supervision et d'images qui viennent de la grande trousse, enfin dataset de grande trousse. Donc là, je vous ai mis par exemple sur Coco. C'est plus parlant que sur les ImageNet. J'en ai fait sur ImageNet, mais c'était moins joli, donc j'ai mis celle-là. Et ça permet de voir en fait la différence entre parfois où les pseudo-labels font mieux que les labels humains. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'on a entraîné sur un petit subset de Coco. Donc Coco, c'est un dataset qui est très connu dans la recherche et qui permet en fait de faire du benchmark de à quel point un modèle, une technique d'entraînement ou une technique d'optimisation ou bien une technique de data augmentation est performante. Et donc, là, ça a été entraîné sur la technique que je vous ai donnée. Et on voit donc que les pseudo-labels, par exemple sur le vélo, sont beaucoup plus précis que les pseudo-labels qu'on a donnés par un. Donc, voilà. Et bien sûr, en gros, pourquoi l'image est coupée? Parce qu'on prend que des labels dont on a une grande confiance. C'est pour ça qu'on fait ça. Les labels, on a une confiance au-dessus de 0,5. C'est ce que après, je ne vais pas vous donner le niveau que j'ai fait, mais en fait, voilà, j'ai fait aussi pareil. J'ai trouvé en fait dans la distribution du niveau de confiance de mes pixels sur chacune classe, j'ai trouvé des niveaux qui étaient de confiance assez grands et ça donne un bon résultat. Et donc le reste en fait c'est du grisé, tout ce qui est en grisé, le reste il s'est ignoré par la loss. Voilà. Donc les training data ça ressemble à ça. J'ai mis deux images sur une image qui est transformée et une qui ne l'est pas. C'est parce que c'est stochastique. Parfois il se peut que il n'y a pas de transformation sur l'image. Et les résultats, ça marche assez bien. On a des résultats, on peut voir que les résultats sont dans l'image qui est tout à droite de l'image. La grande trousse est au milieu et l'image d'origine est donc à gauche. Et on peut voir qu'on a des résultats qui sont assez performants. On a à peu près une mean IUU de 90%. Voilà, dans les deux. Donc ça marche pas trop mal. Après, on améliore. Hein. Et je vous ai mis aussi des résultats pour pas tricher, parce que ça c'est les résultats genre type papier. Oui, vous avez vu dans le validation chat, je défonce tout. Mais en fait, la vérité c'est in the wild. Et là, c'est des images qui sont pas du tout dans le validation chat. Ça, c'est des images de Saint-Grégoire, qui est une communauté à côté de Rennes, et de mon immeuble, avec des différentes scales, en haut et en bas. Donc là, en haut, c'est une scale à 0,5 mètres par pixel à peu près, et en bas, c'est une scale du 0,1. Donc on voit que dans les deux cas, il a bien identifié le trou. J'ai une petite cour intérieure, il est arrivé. Donc ça marche assez bien. Et j'ai mis 10 différents environnements dans ces environnements, pardon. Donc voilà, au milieu d'une forêt, il arrive aussi à trouver quelque chose. Enfin, au milieu d'une forêt, de la végétation. Et là, pareil, donc là c'est sur les 7 classes, ainsi de suite. Et c'est du 0,05 mètres par pixel là. Et là, pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'après, on va prendre d'autres datasets. Ici, c'est un dataset aux États-Unis qui a pas mal d'autres catégories, mais qui n'a pas les buildings. Et on va pouvoir donc labelliser les masques qui ont été faits avec notre algo, ici, tout à droite. Et vous avez donc la forme des buildings, vous pouvez voir tout à droite, et qui a été labellisée par l'algo d'avant. Et ça permet par exemple d'apprendre c'est quoi la relation entre un ponton, dans cette ville-là, entre un ponton et un building. Et je pense qu'il y a une relation de distance qui est assez claire qu'un algo va faire assez rapidement. Ou on peut avoir aussi la relation piscine-building comme ça. Voilà.
Et si vous voulez deep dive là-dessus, on a créé un meetup avec Clément Vacard de Namur, qui consiste ces choses-là. Et donc, on serait heureux de vous accueillir. Si vous avez des questions, je serai ravi de les avoir. Ok, merci beaucoup pour ta présentation, c'était très intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les refera remonter et on pourra y répondre. Moi, j'ai quelques questions par rapport à ce que tu nous as présenté. Ouais. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un lien dans l'utilisation entre l'IoT que tu as pour l'ouverture de porte et la stérilisation, ou est-ce que c'est vraiment deux domaines différents chez vous? Alors, il y a toujours un lien parce que c'est mis en prod sur le même cluster. Donc, ça va répondre au même schéma de mise en prod, au même schéma de formalisme, de quand on va mettre en prod un algo, tout ça. Après, on a aussi le même framework parce que dans les deux, il y a du deep learning, on utilise PyTorch-Lightning. Là aussi, on a notre librairie là-dessus. Après, c'est quand même deux choses qui sont le traitement du signal et le traitement d'image, c'est quand même deux choses qui sont assez différentes. Le traitement du signal, on va plutôt faire des choses en gros, les algorithmes de deep learning, ils vont refaire un peu des lois de Fourier, ainsi de suite, de manière un peu plus spectrale pour en décrire des features un peu sympathiques. Et dans Vision, c'est des filtres, ainsi de suite. Mais bon, mais dans les deux, on peut avoir des CNN. Donc, il y a toujours des choses, il y a toujours matière voilà. Il y a toujours un socle, on va dire, qui est commun. Ok. Et j'avais une autre question. Comment vous faites pour gérer la RGPD? Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos process? Je pense en particulier avec les images satellites, parce que j'imagine que pour la porte, les gens donnent leur accord, mais… L'hygiène, c'est du domaine public. Ok. Et donc, la labellisation qu'on en fait, c'est du domaine public. Après, la RGPD, ça a un impact, oui, parce que par exemple, il faut que les gens donnent leur accord pour qu'on puisse, quand ils font une cotation, avoir leur adresse ou avoir leur mail. Et ça, si on n'a pas l'adresse, si on n'a pas certaines choses, les modèles qui sont mis en prod ne peuvent pas fonctionner. Et donc, il y a une partie des personnes, et c'est leur droit, c'est très bien, ils ne veulent pas échanger cette information-là, et donc, voilà, ils ne passent pas par la pipeline de modèle et ils n'ont pas un onboarding qui est personnalisé. Donc, on respecte les RGPD et on fait vraiment attention à ça. Ok. Et j'avais une autre question pour le projet de détection d'ouverture de porte. Quand est-ce qu'il a été lancé? Alors, il a été lancé, moi je suis arrivé en mars 2020, il avait été lancé un peu avant, je l'ai repris et en gros on a mis une V0, je pense que c'était en juin, j'ai mis une V0 en prod en juin et puis ensuite on a itéré dessus. Ok. Et maintenant tu travailles encore toujours à l'amélioration de ce modèle ou est-ce qu'on est sur une version qui est assez… Maintenant on a commencé à avoir une version un peu stabilisée, mais à chaque fois on va chercher d'autres petits détails. Ouais, c'est qu'on y a toujours à aller chercher. Il y a pas, comme on n'a pas non plus pléthore de data labellisée, on apprend beaucoup avec les données que les users nous donnent et on commence à pouvoir faire des choses de manière non supervisée qui ont un sens. Donc voilà, il y a toujours à apprendre. Et puis surtout, par exemple, comme un des participants a dit, si vous voulez mettre sur le porte coulissante, le fait d'avoir un embedding, c'est-à-dire projeter les signaux dans un espace euclidien, c'est-à-dire pas projeter, parce que la projection linéaire, un plongement euclidien, on va dire ça comme ça en français. Donc le plonger dans l'espace euclidien, c'est bien parce qu'après, l'espace euclidien, c'est sympa, on a tout ce qui est distance et donc on peut faire des choses un peu plus déterministes de manière assez simple. Ok. Hop, j'ai mis le lien de ton groupe Meetup directement sur le chat si vous voulez rejoindre pour aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Encore une fois, n'hésitez pas à directement poser vos questions dans le chat. Bonjour, combien de temps pour développer ce type de projet? Alors, les V0 chez Hugo, on pousse à peu près un modèle, que ce soit même les plus compliqués, entre 6 et 8 semaines, c'est en prod. C'est assez intensif, mais ça permet de pouvoir aller vite, en fait, de pouvoir apprendre des choses. Parce que même si c'est pas ultra performant, c'est pas grave, il y a d'autres méthodes pour pallier à ça, mais le fait que ce soit en prod, on va apprendre mal de choses. Déjà pour le déploiement, ainsi de suite. Donc on essaie d'avoir une mise en prod assez rapide et après on améliore. Ok. Et vous avez des projets en cours, c'est quoi le futur de Luco dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors le futur à ça, c'est une bonne question, je sais pas. Pour la partie ML. Pour la partie ML, en gros, on est en train de faire un peu une plateforme. Alors, on a commencé à avoir un peu
Je m'achète, voilà, on a fait un peu une plateforme où on peut rajouter un peu des features, peut-être pas à la demande, mais voilà, avec une manière, un peu une méthode qui marche pas trop mal. On va essayer d'améliorer tout ça, de rajouter voilà, certaines features d'intérêt. Et ça, c'est pour tout ce qui m'achète. Et on a tout ce qui est sur des données aussi, sur pouvoir comprendre qui sont nos clients, comment leur parler, tout ça. Et toutes ces parties-là aussi qui doivent rentrer de plus en plus en compte. Ok, on a une question de Thomas qui dit, du coup, est-ce que la phase d'active learning, réentraînement d'un modèle est toujours faite sous supervision d'une personne? C'est-à-dire, alors en fait, ah oui, donc point de vue supervision, qu'est-ce que tu appelles? Qu'est-ce que tu appelles par supervision, Thomas? Parce que on peut dire que, en fait, la phase d'active learning, qu'est-ce que c'est l'active learning? C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre des données qui ne sont pas labellisées. On va avoir une métrique qui va nous dire, OK, ces données, par exemple, l'entropie, une bonne métrique. L'entropie, ces données-là, parmi ces données-là, j'ai une grande incertitude sur ce modèle-là. Donc, il faut que je les labellise. Et donc, ces données-là vont être labellisées par un être humain et on va pouvoir entraîner le modèle sur le. Ce qu'on fait, nous, chez Beko, parfois, c'est toujours qu'on fait labelliser par un être humain, il y a toujours des délais, c'est un peu compliqué. On a une petite boîte, on n'a pas. Là, il faut avoir pour faire une chose propre, il faut avoir plusieurs labelliseurs qui vont labelliser un subset commun, ainsi de suite. Enfin, il y a des sites qui gèrent ça et tout ça, ça coûte un peu cher. Et quand on ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le feedback de l'utilisateur et ça va nous donner en gros un soft label. On va savoir si on était bien ou pas bien. Et ça va nous donner aussi une indication en plus de l'entropie pour savoir lesquelles sont labellisées et ainsi de suite. Okay. Voilà. Okay. Une grosse utilisation sur ce que les utilisateurs fournissent en fait. Bien sûr. Toujours. L'utilisateur, c'est lui le roi. C'est lui qui… C'est ça. Ouais, d'où l'intérêt de déployer une V0 assez rapidement pour pouvoir avoir exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme nous. Hein. C'est pas. Ouais, ça. Surtout, oui, tu parlais de l'ouverture des portes où il y a peu de données, donc autant créer un peu plus pour pouvoir analyser la chose. Ouais, il faut apprendre. Ok. Bon, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions dans le chat. Merci à vous. Je te remercie pour ton intervention. Sachez que nous, chez Data Scientist, on fait de la formation sur ces questions-là de machine learning avancé, de deep learning. On a différentes formations qui vont aller du data analyst au data engineer pour toutes les questions de mise en production. Si vous avez des questions par rapport à ces formations, je vais vous mettre quelques liens dans le chat pour pouvoir en parler directement. Vous pouvez nous contacter. On a moyen de prendre un rendez-vous pour discuter de vos différents projets pour s'approcher de ce monde-là ou même complètement plonger dedans. Voilà, je vous invite à aller voir ça directement. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver aussi toutes les rediffusions des webinars qu'on a fait, donc que ce soit les webinars comme aujourd'hui avec des startups sur la partie mise en production ou alors avec des plus grands groupes sur l'utilisation de la data dans les grands groupes. Vous retrouvez tout sur notre page YouTube. On a aussi eu récemment les Data Days, qui était une présentation de nos projets. Je ne sais pas si tu as pu y assister, Joseph, mais en tout cas, c'était l'idée dans nos formations, il y a un projet fil rouge qui va être un projet d'envergure qui pourrait être, par exemple, détection d'ouverture de porte, ça pourrait être un projet de data science. On a 3 apprenants qui sont venus présenter leur projet, donc je vous invite à aller voir ça directement sur notre page YouTube et on fera la 2e édition le mois prochain, très certainement, parce que ça a bien marché. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup à tous les participants, merci, c'est gentil. Et je te remercie, Joseph, c'était super intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.